Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Vendredis de la Recherche pour une édition très spéciale. Aujourd'hui, on est avec un très beau plateau et on va parler d'un projet original, d'un projet innovant. On va parler de justice prédictive, d'intelligence artificielle, de droit. Bonjour messieurs, je vous laisse faire un tour de table pour vous présenter et nous parler de ce projet. Bonjour, Stéphane Mussard, professeur d'économie. Et donc avec mes collègues qui vont se présenter, on a pendant 4 ans, dans le cadre d'un projet financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, on a travaillé notamment sur le domaine de la justice prédictive et créer des modèles qui permettent d'interagir avec un humain pour comprendre le droit. Et c'est ce qu'on expliquera tout de suite après. Je m'appelle Diego Teles, je suis maître de conférence en droit public et depuis quelques années maintenant, je travaille avec Stéphane Mussard, Charles Condovo sur l'IA et comment en fait l'IA peut aider d'une part les étudiants à mieux comprendre le droit, mais aussi comment l'IA peut être un outil pour les juristes, pour les professionnels du droit de manière générale. Donc Charles Condovo, je suis maître de conférence en informatique. Je travaille avec Stéphane et Diego et je suis spécialisé en intelligence artificielle et plus spécifiquement sur le traitement de textes juridiques. J'entraîne des modèles pour résoudre diverses tâches juridiques plus ou moins variées, plus ou moins compliquées. Ok, très content de vous recevoir en tout cas. Alors avant toute chose, ce projet, comment est-ce qu'il s'est créé? D'où est-ce qu'il vient? Pourquoi est-ce qu'il a été lancé? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des origines et des besoins qu'il y a derrière le projet? Alors, sur les origines, après je te laisse compléter peut-être Diego. Sur les origines, en fait, en 2015, un collègue juriste qui est maître de conférence en droit privé, Guillaume Zambrano, avait émis l'idée, en tout cas, alors l'idée, mais qui vient aussi de la littérature américaine en droit, l'idée selon laquelle on pouvait, à partir de textes juridiques, prédire ce que le juge allait indiquer lors d'un contentieux et c'est parti de là et le président de l'université actuelle qui était vice-président recherche a cru en ce projet et donc on est parti la première fois, c'était en 2015 sur une thèse qui a porté sur cette thématique et la possibilité à partir de textes juridiques de prévoir la jurisprudence. Donc ça a démarré comme ça. Et ensuite l'équipe s'est agrandie. On a eu un deuxième doctorant, Charles, qui est ici présent. On a eu, alors Diego faisait aussi sa thèse à ce moment-là. Et après sa thèse, il a rejoint l'équipe avec Guillaume, Charles et moi sur cette thématique. Et donc on a tous des compétences différentes mais complémentaires dans ce domaine qui est la jurimétrie. Je vous laisse compléter. En fait, cette question de la justice prédictive a toujours intéressé beaucoup les professionnels du droit parce qu'en fait, grâce à la jurisprudence, en fait, on fait toujours des statistiques. En se basant sur les tendances jurisprudentielles, on essaie déjà de prévoir ce qui va se passer. Un avocat, lorsqu'il prend un dossier, par exemple, la première chose qu'il fait, c'est regarder la jurisprudence. Et s'il y a plusieurs jurisprudences qui vont dans un certain sens, il sait que l'issue peut être favorable. Au contraire, si la tendance est inversé, il sait qu'il vaut mieux peut-être limiter la casse ou ne pas défendre cette affaire-là. Donc, depuis toujours, on fait ces statistiques, on joue avec un jeu de données, en fait, grâce aux jurisprudences. Le problème, c'est qu'en fait, consulter toute la jurisprudence, c'est laborieux, c'est long, fastidieux, et même si on peut faire quelques recherches, on loupe toujours quelque chose. Donc, c'est difficile de dégager des tendances globales en étant humain, en fait. L'avantage des IA, c'est qu'elles peuvent brasser une grande quantité de données, mais vraiment des quantités phénoménales, qui donnent le vertige un peu, et surtout, d'autant plus que les IA arrivent à établir des parallèles qu'on ne voit pas forcément. Il y a des jurisprudences qui sont analogues, des jurisprudences qui sont identiques, des jurisprudences qui sont proches, mais qui abordent des choses de manière différente. Là où on pourrait passer à côté, les IA sont capables de créer ces liens-là. Donc la justice prédictive est un moyen en fait d'aller plus loin en fait dans une démarche qui existait déjà en fait, dans quelque chose qu'on faisait déjà. À côté de ça, donc à côté de l'OBOT, qui s'est conclu l'an dernier, fin 2024, on a continué à travailler sur d'autres outils en lien avec l'actualité. En fait, il y a un marché en fait aujourd'hui, un marché de l'IA et du droit, c'est ce qu'on appelle les legal tech, qui est très riche aux États-Unis, qui se développe en Europe, qui se développe un peu partout.
Et c'est un marché où en fait des éditeurs juridiques principalement vont s'intéresser à ces outils d'IA pour proposer à leurs abonnés d'avoir accès à des informations juridiques de manière plus rapide, plus performante, plus exhaustive. Dalos s'y intéresse, Doctrine, LexisNexis, pour ne citer que les grands acteurs du marché français. Le problème, c'est que en fonction de l'entraînement, en fonction des outils choisis, en fonction de tout un tas de paramètres, la qualité est plus ou moins hasardeuse. Les IA peuvent halluciner, elles peuvent se tromper, elles peuvent nous induire à une erreur, elles peuvent soulever des ambiguïtés. Donc, il était important pour nous de développer, grâce à Charles notamment, notre propre outil, déjà pour mieux comprendre comment ça fonctionne, mais aussi pour essayer de le spécialiser, de le rendre plus performant. On a fait des tests évidemment avec ces IA qui sont sur le marché et on s'est rendu compte que elles étaient parfois un peu approximatives et du coup le travail a commencé là-dessus, sachant que on est sur plusieurs fronts à la fois. En même temps, il y a le développement de ce modèle, il y a aussi des outils, notamment grâce à un projet avec la région, le projet Unibot, pour mieux aider les étudiants en droit à comprendre, parce que les IA peuvent servir pour les professionnels, mais peuvent aussi servir aux étudiants qui sont en train de réviser, qui n'ont pas compris quelque chose du cours, qui ont besoin d'aller un peu plus loin pour faire des devoirs à maison, qui ont besoin d'aller un peu plus loin pour faire mémoire de recherche. Donc, sans parler de plagiat ou des effets néfastes des IA, elles peuvent quand même être utiles pour les étudiants s'ils arrivent à les utiliser à bon escient. Donc, on essaye donc de développer ce projet pour qu'il soit multitâche en fait, pour qu'il puisse servir aux étudiants, pour qu'il puisse servir éventuellement à des novices, à des personnes qui ne comprennent pas toujours le droit, et à des professionnels, à des enseignants, à des personnes qui veulent gagner du temps aussi, il faut être clair là-dessus, gagner du temps avec une IA qui est capable de comprendre le droit et de nous l'expliquer, on va dire plus simplement. Et c'est vrai que c'était un peu ça l'idée qu'avait Guillaume au départ, qui a initié le projet, c'était d'avoir une IA qui permette au Pékin moyen d'accéder en fait à quelque chose de compliqué, parce que le droit c'est compliqué, lire des textes juridiques c'est compliqué. C'est un langage qui est extrêmement formaté, extrêmement précis. Les phrases sont extrêmement longues, donc une fois qu'on a lu 3 phrases, on se perd. Et donc on a dû développer, notamment Charles, dans le cadre de sa thèse, des IA capables de lire du texte avec des séquences extrêmement longues, puisque des fois on peut avoir une phrase qui fait une page. C'est typique des juristes. Et donc du coup, l'humain se perd lui-même, et il faut qu'une IA ne se perde pas non plus. Donc il a fallu créer techniquement des choses un petit peu nouvelles dans les modèles d'intelligence artificielle. Il y a plusieurs choses quand même à noter là-dessus. L'IA en fait a évolué énormément en ces 5 dernières années. Donc on a depuis fin 2022 et début 2023, on a l'émergence donc de l'IA générative qui existait avant, mais qui était de très faible qualité, donc on l'utilisait pas. On utilisait d'autres outils similaires mais légèrement différents. Et donc c'est avec l'arrivée de l'IA générative que l'on peut aujourd'hui tenter de résoudre des tâches beaucoup plus complexes avec des niveaux de raisonnement beaucoup plus élevés. Donc il y a encore 5 ans, on était sur des choses, sur des formats plus statistiques, on va dire. Aujourd'hui, on est vraiment sur des choses qui font appel à du raisonnement, à de la référence, à des sources, etc. Et donc on peut construire des raisonnements juridiques avec des IA et des sources suffisamment fiables. Okay. Donc du coup, si on résume, l'idée, ça a été de nourrir une IA avec plein de documents juridiques pour comprendre certaines prises de décision et de trouver la manière la plus probable de résoudre une affaire ou une question juridique, à la fois pour les professionnels et pour des gens qui veulent découvrir ça, se posent des questions. En fait, avec les IA juridiques, il y a plusieurs tâches possibles. Il y a par exemple une tâche toute simple, c'est le résumé de documents. Quand on a une décision de justice, notamment les décisions des cours européennes, par exemple, pour ne citer qu'elles, on peut avoir des décisions qui font 20-30 pages. Alors, on n'a pas toujours le temps de les lire. En plus, comme disait Stéphane, parfois on commence à lire, mais on s'y perd. Donc, les IA peuvent déjà synthétiser ces décisions-là de manière pertinente. Le risque avec la synthèse, c'est qu'on perde l'essence des choses. Alors, il y a forcément une perte d'information, mais on arrive à retenir l'essentiel. Et parfois, c'est suffisant pour aller plus loin. Donc, c'est une tâche toute bête, mais qui est essentielle pour un dossier, surtout lorsqu'on doit embrasser de documents très longs et diversifiés.
Ensuite, il y a la deuxième tâche, comme Charles expliquait, grâce aux IA génératives, on peut en plus demander aux IA de raisonner un peu plus. On lui donne des informations, on lui donne un cas pratique par exemple, on lui donne des faits, et on demande à l'IA de nous donner des conseils, de comprendre. Je fais écho à justement ce gap temporel que Charles a évoqué. En 2023, le 13 juillet 2023, on a eu la journée Chrome, où on a parlé de l'IA, on a parlé de ChatGPT, qui était en train d'être partout dans les médias. Et c'est vrai qu'à cette époque, mes collègues juristes et d'autres personnes du laboratoire ont essayé ChatGPT. Les résultats étaient assez faibles. Enfin, le modèle comprenait des choses. Hein. Je crois que ChatGPT avait réussi l'examen du barreau aux États-Unis. Donc, il avait une compréhension du droit, mais qui était parfois approximative, qui était erronée. Il n'arrivait pas à aller assez loin. Le raisonnement était un peu bancal. Et force est de constater qu'il y a eu une évolution énorme entre 2023 et 2025, donc ça va faire 2 ans maintenant. Il y a eu une évolution vraiment faramineuse et les modèles sont aujourd'hui capables de comprendre des questions juridiques très très complexes. Ça devient de plus en plus difficile de piéger les modèles avec des questions qui peuvent être assez alambiquées, même pour les juristes. Ok, bien. Et l'autre avantage actuellement, c'est que les IA modernes sont alors, soit connectées à Internet, soit connectées à des bases de données, donc avec des sources juridiques. Et donc, ça permet d'éliminer un phénomène qui est assez problématique quand on utilise des IA, qui sont les hallucinations. C'est-à-dire que les IA vont générer des choses qui paraissent plausibles, mais qui sont totalement fausses. Et donc, le fait de sourcer à l'aide de documents permet d'avoir des réponses qui sont à la fois fiables et précises, quoi. Donc, l'ajout en plus de sources supplémentaires aux IA permet d'améliorer très significativement la qualité des raisonnements et la qualité des réponses fournies générées. En fait, le principal défaut des IA juridiques ces dernières années, c'était que quand on posait une question, elles étaient capables elles étaient entraînées avec des documents juridiques, mais elles étaient capables de donner, par exemple, un article d'un code spécifique, elles étaient capables de donner des références juridiques par rapport aux lois. Mais dès qu'il fallait aller un peu plus loin, dès que la référence était un peu trop précise, elle inventait. Typiquement en matière de jurisprudence, lorsqu'on demandait à une IA de donner des exemples de jurisprudence qui allaient dans notre sens, par exemple, ce qui est très précieux pour un juriste, elle se trompait. Il y a eu plusieurs affaires aux États-Unis, notamment, avec des avocats qui sont présentés devant la cour, avec des jurisprudences qu'ils avaient obtenues grâce à ChatGPT, et en fait, toutes ces références étaient fausses. Et le problème, c'est que même pour un juriste, tout avait l'air vrai, en fait. Tout était cohérent, les références étaient bien données, avec un numéro de pourvoi, avec la juridiction, donc tout était là pour faire croire que c'était bon, alors que pas du tout. Donc, grâce comme Charles a évoqué, au RAG, grâce à cette possibilité d'aller chercher des informations ailleurs, des informations plus fiables, on évite ce phénomène d'hallucination. Et les IA, même si c'est pas encore parfait, arrivent à éviter ce genre d'erreurs qui étaient très courantes il y a 2 ans, il y a 1 an, et qu'aujourd'hui sont de moins en moins fréquentes. D'accord. Et du coup, on parle beaucoup des États-Unis depuis tout à l'heure. Le projet Lobot, c'est centré sur le droit français. Oui. Il y a des différences. En fait, la principale différence, c'est que la procédure vraiment n'est pas la même aux États-Unis et en France. En France, on a une approche un peu ambiguë de la jurisprudence, c'est-à-dire que techniquement, c'est pas une source de droit, en tout cas un droit privé, mais on s'appuie énormément sur la jurisprudence. Aux États-Unis, la jurisprudence a une force probante plus importante, donc c'est vrai que les IA génératives avaient encore plus d'intérêt pour eux. Le souci, c'est qu'évidemment, en France, qu'on ne le veuille pas, quand on veut prévoir l'issue d'une affaire, regarde, notre premier réflexe, c'est de regarder la jurisprudence. Donc, comprendre les tendances jurisprudentielles, comprendre, en fait, la démarche du juge, c'est important. Alors, on n'a pas le droit, en fait, d'identifier les juges. On n'a pas le droit d'aller chercher à contester vraiment ce que tel juge a fait en particulier. Les juges sont irresponsables en France, donc on n'a pas le droit de faire du profilage, on va dire, juridique comme ça, mais on a le droit de passer au crible, finalement, de la jurisprudence pour dégager des tendances, des statistiques au niveau global, et du coup prévoir, même si le terme de prédire est peut-être un peu galvaudé ici, parce qu'en fait, on ne prédit pas vraiment, en fait, on calcule les probabilités. En fait, les probabilités étant plus ou moins élevées en fonction de ce qu'on a pu constater dans la jurisprudence.
Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil accompagnant. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit souci. Enfin, on parlait donc des IA américaines, mais il y a un gros problème du droit, c'est que c'est une discipline qui est locale. C'est-à-dire qu'elle dépend systématiquement d'un pays, elle dépend de juridictions particulières, d'une jurisprudence particulière, d'une codification particulière. Et contrairement, par exemple, à la médecine, qui, elle, va fonctionner, quel que soit le pays, quelle que soit la langue, hein, les termes techniques sont globalement les mêmes, c'est des termes latins. Les techniques utilisées sont les mêmes un peu partout, mais le droit, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'en fonction du pays, il faut arriver à adapter les outils. Autre problème du droit, qui paraît un petit peu particulier, c'est la langue. C'est-à-dire que si je parle français à une IA, elle n'a aucun moyen de savoir que je parle de droit français. C'est-à-dire que ça pourrait très bien être du droit suisse, du droit québécois, etc. Et donc dans ce cas-là, il faut le préciser à l'IA. Si je ne le précise pas, elle va peut-être me sortir des règles de droit qui ne sont pas françaises. Et dans ce cas-là, me sortir un résultat qui est cohérent, mais qui n'est pas en fait du droit français. Donc il faut spécifier, enfin il faut le dire à l'IA. L'IA n'est pas dans notre cerveau, elle ne sait pas. Donc il faut toujours contextualiser. Donc ça rajoute une difficulté supplémentaire. Donc le droit est quand même à des contraintes qui n'apparaissent pas dans d'autres disciplines. Donc il faut toujours évidemment créer des outils vraiment spécifiques pour chaque type de système juridique. Et en fait, une autre contrainte aussi par rapport au droit américain, c'est l'accès aux informations de justice. L'open data des décisions de justice est en cours en France, avec plus ou moins de retard. Et le problème, c'est que pour entraîner les IA, il faut du texte, en fait, il faut des informations. Alors bien sûr, on a des ouvrages, on a tout ce qui est produit par la doctrine, on a des articles, on a tout un panel d'informations qu'on peut utiliser pour entraîner les IA. Mais si on veut qu'ils comprennent les tendances jurisprudentielles, par exemple, il faut les jurisprudences. Le problème, c'est que déjà, toutes les décisions de justice ne sont pas accessibles, elles ne sont pas publiques. Il y a un gros blocage parce qu'on a voulu anonymiser toutes les décisions pour éviter des problèmes par rapport aux données personnelles. Et cette anonymisation est un peu bancale, donc ça crée des soucis de cohérence. Et là, depuis plusieurs années, on attend, par exemple, parce qu'on a fait ça par bloc, l'open data, il y a eu des décisions des tribunaux judiciaires, des tribunaux administratifs. Là, on attend les décisions des tribunaux de droit pénal, qui sont les plus, on va dire, problématiques. Le souci, c'est que on a pu constater, au-delà de ces soucis d'anonymisation, des soucis de format. Toutes les décisions n'ont pas le même format, en fait. Et du coup, le modèle a parfois du mal à apprendre parce que il y a des erreurs dans la décision, le formatage n'est pas le même, chaque juridiction, même s'il y a une sorte de modèle, un template qu'on utilise, n'écrit pas tout à fait de la même manière, il n'y a pas toujours exactement la même tournure de langage. Du coup, pour établir des récurrences, ce n'est pas toujours évident. Parfois, il faut un travail préalable. Il faut traiter les données avant d'entraîner le modèle. Du coup, ça rajoute des tâches supplémentaires et des difficultés supplémentaires aussi pour l'entraînement. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de contraintes qui paraissent anodines, mais qui sont vraiment problématiques. Par exemple, simplement la référence. Donc, une décision va avoir un numéro de référence. Bien, parfois, ce numéro dans les métadonnées, dans le corps de la décision, va être différent. C'est-à-dire qu'il a mal été retranscrit, donc il y a des erreurs là-dessus. Donc, si une décision cite une autre décision mais que le numéro est faux, eh bien on ne peut pas la retrouver. Donc mécaniquement, on a des difficultés pour lier les affaires de lier des décisions les unes aux autres. Autre problème, il n'y a pas de suivi des affaires, c'est-à-dire qu'entre juridictions, parfois il y a une sorte de discontinuité, on n'arrive pas à lier en fait l'affaire, tout le fil de l'affaire. C'est-à-dire qu'en première juridiction, il va y avoir une décision, deuxième juridiction, pareil, mais on n'arrive pas à lier les deux documents, alors qu'il y a un sens, il y a peut-être une continuité, il y a peut-être des informations qui sont présentes dans l'une et pas dans l'autre, et qui peut être utiles ailleurs. Donc ça, c'est une contrainte qui est présente. Autre contrainte du droit français, c'est évidemment c'est un marché en fait. C'est-à-dire que les éditeurs juridiques rentabilisent l'accès aux décisions. C'est-à-dire qu'on a de l'open data, mais en même temps, des éditeurs vendent des accès à des décisions qui ne sont pas en open data. Donc on se retrouve dans une situation un petit peu particulière où on a à la fois de l'open data et à la fois des services payants qui coûtent extrêmement cher d'ailleurs, et qui coûte aussi cher pour les avocats, pour les universités, pour les étudiants, etc. Donc on a une contrainte comme ça. Et aujourd'hui, alors les éditeurs à la base vendaient quasi uniquement des accès aux décisions. Aujourd'hui, ils proposent des outils d'IA, mais souvent ce sont des outils qui coûtent plusieurs centaines d'euros, alors que si on compare par exemple un abonnement de GPT, qui coûte une vingtaine d'euros, et bien il y a un énorme différentiel. Donc en plus de ça, ces éditeurs juridiques fabriquent des outils qui coûtent extrêmement cher, qui sont souvent assez peu fiables, pour essayer de
de rentabiliser au maximum le domaine. Donc ça ralentit en fait, il y a une sorte de ralentissement, enfin ça bloque un petit peu la recherche dans ce domaine-là, puisque il y a une rétention d'informations. Il y a des outils payants, mais c'est pas forcément facile d'y accéder. Donc, un individu, enfin, une personne qui juste s'intéresse ne va pas payer plusieurs centaines d'euros pour accéder à un chatbot juridique parce que ça vaut pas la peine. Par contre, une personne va payer 20 euros pour accéder à ChatGPT. Mais ChatGPT sera peut-être moins performant que l'IA juridique, même si l'IA juridique ne sera pas fiable. Donc, il y a plein de contraintes autour de ça. Donc, il y a vraiment un énorme marché et il y a on a comme un sentiment que ce marché-là est un petit peu protégé. C'est-à-dire que il y a l'open data, mais l'open data ne concerne que les nouvelles décisions. C'est-à-dire que les anciennes décisions ne sont pas publiées. Donc on se retrouve toujours avec un stock auquel on n'a pas accès. En fait. Donc c'est très compliqué d'accéder à toute l'information juridique possible et inimaginable en France. En fait, on ne se rend pas toujours compte, mais quand on fait de la recherche en droit, on est très souvent confronté à ce qu'on appelle des paywalls, en fait. Par exemple, je suis en train de préparer un cours ou d'écrire un article ou en train d'essayer de comprendre une jurisprudence. Je fais des recherches sur Internet, comme tout le monde, pour trouver un article, pour trouver quelque chose qui va m'aider. Et je peux lire 10% de l'article et pour le reste, il faut payer. Grâce à l'université, on a des abonnements, donc ça me permet quand même d'y avoir accès. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pareil pour les décisions de justice. Comme Charles le disait, normalement, en fait, la justice est publique, elle doit être transparente, elle doit être accessible, nul n'est censé ignorer la loi. Et pourtant, même lorsqu'on cherche des décisions récentes, on constate que les éditeurs juridiques, ils ont le monopole sous certaines décisions. Alors peut-être que c'est un monopole temporaire, qu'au bout d'un moment, ces décisions deviennent publiques, mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai cherché une décision, je l'ai cherché partout, sur le site du Conseil d'État, sur les bases de données, et le seul endroit où elle était disponible, c'était chez un éditeur juridique, et la décision était soumise à un paiement, à un abonnement. Du coup, non seulement pour la recherche en droit, c'est problématique, pour les professionnels de droit, ça a un coût quand même important, mais pour le développement de la Legatech, pour le développement des IA juridiques, c'est aussi un frein. Parce que si on n'a pas accès à toutes les informations, si on doit payer pour avoir toutes ces informations-là, ça devient problématique, sachant que ça crée des disparités aussi entre les acteurs du marché. On sait que le marché des éditeurs juridiques est quand même plutôt monopolistique en France. On a Logir en Dalos, pour ne pas le citer, et les autres. Mais ça crée quand même des contraintes, on va dire, quand on veut travailler avec le droit et quand on entraîne des IA juridiques. C'est même plus général que ça. C'est-à-dire que, comme je viens de l'informatique, donc je suis dans un domaine où l'open source et l'open data est systématique, bien, si j'achète un livre en informatique, donc qui sera disponible en format physique, à un certain prix, mais il y aura toujours une version PDF gratuite. C'est systématique. On va le mettre à disposition parce qu'on considère que c'est du partage de connaissances et donc ce n'est pas censé être... on n'est pas censé faire de l'argent sur de la connaissance. Mais en droit, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de bouquins, il n'y en a pas un seul qui est gratuit. Alors que ça coûte rien de mettre à disposition un PDF. Donc c'est une sorte de mentalité un peu particulière où il y a une obsession pour le droit d'auteur, pour le fait de se rémunérer là-dessus, alors qu'en réalité, c'est pas forcément nécessaire. Et, les bouquins de droit sont souvent assez peu édités en réalité, ils se vendent à quelques exemplaires. Ce ne sont pas des livres qui se vendent à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, à part les codes évidemment, les codes juridiques, mais bon, les codes juridiques sont disponibles sur internet quand il y a des versions numériques. J-France. Sur le J-France, voilà. Donc là, dans ce cas-là, ça fonctionne. Mais oui, c'est vrai que les livres, par exemple, des enseignants en droit ne sont jamais gratuits, jamais disponibles, et même si on leur demande de donner le PDF, la plupart du temps, souvent ils refusent. Donc il y a même un refus direct, ce qui est assez catastrophique. Mais bon, pourtant c'est le partage de connaissances, on va rien en faire de spécifique. On va pas gagner de l'argent dessus en réalité. D'ailleurs, puisqu'on parle de Légifrance, l'un des intérêts de développer des IA juridiques pour mieux comprendre le droit, pour faciliter la recherche en droit, c'est que les outils mis à disposition par les institutions françaises de la justice sont souvent mal pensés, peu ergonomiques, voire très confus. Encore une fois, l'accès à la justice doit être libre. Tout le monde est censé pouvoir faire des recherches pour trouver une référence, pour trouver un moyen de résoudre son litige, même sans être un professionnel du droit. Et même pour nous, je fais du droit depuis maintenant 14 ans, 15 ans, aller sur le J-France, c'est toujours très compliqué.
parce que même quand on a la référence exacte d'une décision de justice, on n'arrive pas toujours à la trouver. Soit parce que, comme Charles disait, il y a parfois des changements de référence qu'on ne comprend pas, des erreurs de saisie, autres, des problèmes de stockage, je ne sais pas. Mais ce sont des outils très confus. Même chose pour les sites institutionnels. Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour de cassation. Ils ont aussi des bases de données qu'on peut accéder pour consulter les jurisprudences récentes. Ils ont une actualité juridique qui est quand même mise à jour régulièrement. Mais ces outils-là sont difficiles d'accès. Vraiment, quand on est novice là-dedans, c'est beaucoup plus simple de pouvoir interroger une IA et de trouver l'information comme ça, déjà plus claire, mais aussi plus facilement accessible. Donc ça a aussi un intérêt en termes d'accès à la justice au sens large, pas justement pour pratiquer le droit. Autre problème, c'est que les moteurs de recherche juridique fonctionnent la plupart du temps par des mots-clés. Donc, autant un avocat peut à peu près savoir ce qu'il cherche, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, mais pour un individu qui ne fait pas de droit, pour chercher une information particulière, c'est quasiment impossible. Enfin, sur Légifrance, quelqu'un qui ne fait pas de droit ne peut pas trouver une information. Donc il faut évidemment à côté développer des moteurs de recherche beaucoup plus intelligents qui vont comprendre la sémantique en fait, qui vont comprendre la demande de l'utilisateur, même si elle est implicite, même si elle est un petit peu floue, pour arriver à récupérer les documents nécessaires qui permettent de répondre à la question. Et ça pareil, c'est une difficulté alors qui est présente en droit, mais qui peut être présente dans d'autres disciplines. En médecine par exemple, ça peut être le cas. Un individu qui ne pratique pas la médecine ne va pas connaître le vocabulaire technique pour parler d'une maladie ou d'une douleur chronique, alors qu'un médecin saura le faire. Donc même sans vocabulaire, il faut que le moteur de recherche soit capable de comprendre la demande, d'associer à la demande des termes techniques et de renvoyer les documents qui permettent de répondre à la question. Et donc ça, c'est ce qu'on a aussi développé, c'est ce qu'on développe aussi à côté. Donc des moteurs de recherche intelligents, c'est-à-dire capables de comprendre une sémantique beaucoup plus compliquée, donc on sort vraiment du cas des mots-clés. Et des chatbots juridiques qui vont sourcer systématiquement leurs réponses, c'est-à-dire citer, en tout cas donner les références juridictionnelles, jurisprudentielles nécessaires, les normes, etc., pour pouvoir agrémenter la réponse. Alors ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais ça permet pour un individu qui ne maîtrise pas le droit d'avoir au moins quelques références, de pouvoir assez facilement les rechercher sur Légifrance, de les lire, et d'essayer de comprendre, même si le vocabulaire est toujours un petit peu compliqué. Le droit c'est toujours compliqué. Après, d'un point de vue plus académique, j'ai évoqué le projet Unibot sur lequel on travaille avec la région. Un cours en tant qu'enseignant en droit. Les étudiants ont l'impression que c'est beaucoup, 30 heures. Ils se plaignent souvent, mais 30 heures, c'est pas beaucoup pour balayer tout ce qu'il y a dans une matière spécifique, que ce soit le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit pénal ou autre. Quand on regarde les manuels de droit, quand on regarde les ouvrages, la jurisprudence, la doctrine, les articles qui sortent toutes les semaines, on se rend compte que en fait, ce qu'on donne aux étudiants n'est qu'un aperçu de la discipline. Et c'est normal qu'à la fin d'un cours, à la fin du semestre, au bout de 30 heures, ils aient encore plein de questions, il y a plusieurs zones de doute, sachant qu'en fait, on a souvent des classes très nombreuses, donc on a un certain rythme à suivre. Donc parfois, on est obligé de sacrifier des morceaux du cours, on est obligé d'aller plus lentement, on est obligé d'aller plus vite, etc. Donc l'avantage aussi d'avoir des IA adaptés aux besoins des étudiants, c'est aussi de pouvoir résoudre en fait certains problèmes, de pouvoir dissiper certains doutes, sans forcément solliciter l'enseignant tout le temps. Déjà parce qu'on n'a pas forcément le temps, les étudiants n'osent pas toujours le faire, même en cours, ils n'osent pas forcément lever la main. Donc avoir un outil qui a été entraîné avec des cours de droit par exemple, avec mes cours, avec les cours de mes collègues, permet déjà de gagner du temps pour nous, parce qu'on sait que même si le cours va un peu vite parfois, ils peuvent toujours rattraper le coup, sachant que ça ne remplace pas le cours, mais ça peut dissiper certains doutes, ça peut permettre d'aller un peu plus loin et de comprendre des choses qu'on n'aurait pas du tout compris juste en suivant le cours normalement. Sachant qu'en plus, le modèle peut proposer des exercices avec des corrigés, alors sans faire des exercices à notre place, par exemple, on peut tout à fait s'entraîner, demander à un IA de générer des QCM avant un examen, demander à une IA de corriger un cas pratique où on pense être sur la bonne voie pour être sûr si on a bien compris le problème, donner des décisions de justice, pareil, pour la même raison. Le droit, mine de rien, comme je le disais, c'est un langage particulier, ça demande de l'entraînement, et il y a peut accélérer un peu les choses. Donc ça a un intérêt aussi, même lors de l'apprentissage, et pas seulement quand on est déjà praticien du droit. Alors en termes de volumétrie, on ne se rend pas trop compte. Alors le droit, c'est à la fois
ça paraît très vaste pour un être humain parce qu'il y a énormément de quantité. Mais dans le langage, de façon générale, c'est rien du tout. Enfin, le droit français, en termes de quantité d'informations par rapport à Internet, etc., c'est moins de 1% hein, de ce qui existe sur Terre. Donc c'est à la fois très petit et à la fois très grand pour nous. Mais à titre d'exemple, donc pour les outils qu'on utilise, hors jurisprudence, donc si je prends juste les normes et de la documentation juridique, on est sur des volumes de l'ordre de 800 000 à 1 million de documents. Donc on est déjà sur des volumes pour un être humain qui sont totalement ingérables. On peut pas, pour un être humain, on ne peut pas lire 1 million de documents dans sa vie. Donc c'est déjà de grosses bases. C'est à la fois très gros et à la fois très petit. Donc on a actuellement des outils qui permettent de rechercher dans ce million dans ce nombre de documents, dans ce grand nombre de documents, les documents les plus pertinents pour répondre à une question, etc., de façon extrêmement efficiente. Donc aujourd'hui, on a vraiment en fait, le mélange entre l'IA générative et la recherche documentaire intelligente permet vraiment de produire des résultats vraiment très précis que même parfois un spécialiste ou vraiment un spécialiste du domaine ne va pas avoir peut-être pas avoir l'intuition directement. C'est-à-dire qu'il va lui avoir besoin de faire des recherches, de se documenter pour arriver à la même conclusion, alors qu'une IA générative va le faire en moins de 2 secondes, va déjà comprendre tous les documents nécessaires et va récupérer toutes les informations. Donc même si les outils ne sont pas parfaits et qu'il y a toujours des imperfections, etc., eh bien la vitesse à laquelle ça génère, la vitesse à laquelle ça recherche, ça permet de gagner un temps énorme. Donc même s'il y a 10% d'erreurs, à la limite, il y a 10% d'erreurs, mais si je divise par 10 le temps de travail, à la fin, j'y gagne quand même. Donc, ces outils-là vont se développer, évidemment. Alors, parfois, les praticiens ne vont pas le dire, hein, qu'ils les utilisent, même s'ils les utilisent. Et je pense même que certains juges déjà commencent à utiliser l'IA, mais ils ne le disent pas directement, pour résumer des dossiers, pour résumer de la jurisprudence, pour résumer plein de choses, parce que lire du droit, c'est toujours infernal. En termes de quantité, le droit, c'est généralement, je pense que si je compare un article scientifique, donc un article scientifique en informatique, c'est généralement 8 pages. Je pense qu'en 8 pages, il y a plus d'informations que dans 10 jurisprudences. Donc en termes de volume, il y a une différence Enfin, l'information est très dense dans certains domaines et très peu dense en droit. C'est-à-dire qu'il y a de la redite d'informations, c'est répété, des phrases extrêmement longues, des tournures assez lourdes. Et donc, l'IA le traite très facilement, mais l'humain a toujours un peu de mal. En tout cas, le non-juriste a toujours beaucoup de difficultés à comprendre ces documents parce qu'on s'y perd, évidemment, on perd le fil. On ne sait pas où est l'information, hein, de façon plus générale. Donc, l'IA est très, très pratique de ce point de vue-là. Et juste avant de faire une petite démo avec le modèle que j'avais entraîné, jusqu'à maintenant, on a surtout parlé des IA juridiques générales, entraînées avec le droit au sens large. Donc, le droit civil, le droit pénal, le droit administratif, etc. C'est un intérêt certain hein, d'avoir des IA qui comprennent toutes les branches du droit, mais ça peut aussi avoir un intérêt d'avoir des IA encore plus spécialisées en droit. Par exemple, on peut choisir une discipline en particulier. Je vais citer un exemple sur lequel je travaille avec Charles, le droit nucléaire. Le droit nucléaire est une discipline particulièrement retors en droit parce que les sources du droit nucléaire sont un peu dispersées dans plusieurs disciplines, le droit de l'environnement, le droit de l'énergie, le droit pénal, le droit de la défense, etc. Et même les juristes ont du mal à faire les liens entre toutes ces sources du droit. Donc, dans un contexte en fait où il y a un renouveau du nucléaire, dans un contexte où il y a une relance du nucléaire, il y a forcément des nouveaux textes juridiques qui arrivent, qui vont rajouter une couche supplémentaire de complexité dans tout ça. Donc, depuis quelque temps, on a commencé à travailler, à collecter des documents, à élaborer un projet qui viserait donc à entraîner un modèle au droit nucléaire, à comprendre les enjeux sécuritaires du droit nucléaire, les enjeux liés à la sûreté, les enjeux liés aux formalités du droit nucléaire, à la création des centrales, à la gestion des centrales, les aspects techniques, sachant qu'un juriste, par exemple, va maîtriser les aspects juridiques du droit nucléaire, mais il ne maîtrise pas forcément les aspects scientifiques. Donc avoir un IA qui comprend les deux, c'est un avantage certain pour les industriels, pour les juristes, pour le grand public, en termes de démocratie participative. Et dans ce projet, avec Charles, on va bosser tout l'été là-dessus. On est avec le Japon, parce que les modèles peuvent aussi être multilangues. Comme Charles disait, chaque langue a ses propres règles, ses propres barrières, mais on peut aussi entraîner des modèles avec des documents de 2 langues différentes qui sont capables du coup de comprendre les deux langages et de répondre dans les 2 langues. Par exemple, si on entraîne un modèle avec le droit japonais et le droit français en nucléaire, si un japonais pose la question par rapport au droit français, le modèle saura répondre en japonais et vice-versa. Donc ça a aussi un intérêt en termes de collaboration
Alors, le nucléaire est un domaine particulier parce que c'est vrai qu'on a plusieurs points d'ancrage entre la France et le Japon. On a plusieurs similitudes, mais ça peut aussi marcher dans d'autres domaines. Ça permet de tisser des ponts, ça permet d'optimiser le droit. Et le modèle étant capable de créer des parallèles, des analogies, peut-être qu'il trouvera des choses pertinentes en droit japonais qu'on apprend en droit français ou l'inverse. Donc en termes d'évolution du droit aussi, c'est pas juste comprendre le droit, c'est aussi améliorer le droit grâce à cette compréhension, on va dire, plus poussée qu'un être humain ne peut pas avoir parce que ça supposerait déjà de parler les deux langues, mais en plus, ça supposerait d'ingurgiter une quantité phénoménale de documents. Alors, aussi en fonction du domaine de droit qu'on étudie, on va utiliser des outils différents. Donc le droit nucléaire, c'est un droit... les normes nucléaires évoluent relativement lentement, c'est des choses assez lentes. Mais si je prends par exemple le droit fiscal, connaissant l'enfer fiscal français, en tout cas la complexité fiscale française, au 1er janvier de chaque année, on sait qu'il y a énormément de changements, il y a de nouvelles normes, il y a des nouveaux taux. Alors souvent ce sont des petites modifications, mais une petite modification, eh bien si le taux n'est pas à jour et que le modèle utilise un taux qui n'est pas à jour, eh bien la réponse est fausse, donc, directement. Donc en droit fiscal par exemple, on doit avoir quelque chose qui est en permanence connecté et en permanence mis à jour parce que justement les règles fiscales évoluent tout le temps et qu'elles sont extrêmement complexes et il y a des niches fiscales, il y a différentes variantes et il y a un taux qui s'applique, mais il y a un abattement, mais il y a une condition supplémentaire, puis une exception, puis une exception, puis une exception, etc. Donc on se retrouve avec des choses très compliquées qui évoluent en permanence. Et donc, il faut en permanence s'adapter. Donc, il y a des domaines vraiment qui nécessitent une adaptation, vraiment quelque chose de très dynamique. Donc, s'adapter tout le temps. Donc, c'est-à-dire toutes les semaines mettre à jour la base. Et d'autres domaines comme le droit nucléaire où c'est beaucoup plus lent. On va être sur des échéances de plusieurs années parfois pour vraiment avoir de nouveaux blocs, de nouvelles normes plus ou moins compliquées. Évidemment, il faut croiser avec la documentation, etc., etc. Okay. Donc, ça va amener dans tous les cas à des évolutions de l'apprentissage en droit, de la compréhension du droit par le grand public et de la pratique des professionnels. Du coup, ça promet de belles choses pour l'avenir. C'est super intéressant comme sujet. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait toutes ces dimensions en préparant le live. Donc, merci beaucoup pour toutes ces explications. On parlait tout à l'heure du coup de faire une démonstration peut-être de l'outil. Si vous voulez bien nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et ce qu'on va faire. Alors, on développe plusieurs outils. Donc, alors, deux outils, un premier qui est un moteur de recherche juridique, donc qui permet de rechercher soit de la jurisprudence, soit des normes. Donc de la jurisprudence sur de la jurisprudence open source, puisqu'il y a une partie de la jurisprudence dont on n'a pas accès. Une partie normes, et là les normes, on peut les récupérer sur Légifrance, donc il n'y a pas trop de soucis. Donc c'est un moteur de recherche assez simple, on envoie une requête, n'importe quoi. La requête va être analysée, évidemment, donc on va avoir une IA qui va lire, essayer de comprendre, soit la question implicite, parce que parfois il y a quelque chose d'implicite, parfois c'est purement explicite, donc il n'y a pas de souci. Donc une IA va essayer de comprendre la requête. À partir de cette requête, elle va croiser avec une base de données. Donc alors on utilise des outils un petit peu particuliers, à base de ce qu'on appelle des embeddings, c'est des choses un peu techniques, mais on va projeter ça dans des espaces, on va calculer des distances. Ce qui va permettre de croiser, de sélectionner un premier pool de documents supposés pertinents, par exemple quelques centaines, quelques dizaines, quelques centaines. Et lorsqu'on a ce pool restreint de documents, on va effectuer ce qu'on appelle un reclassement. C'est-à-dire qu'on va les reclasser parce que même si on sait qu'ils sont pertinents, le niveau de pertinence n'est pas forcément le même pour tous les documents. Donc on va faire remonter les meilleurs documents en haut et abaisser les documents les plus faibles en bas. Donc tout ça, ça va être fait sur une base qui est de l'ordre de 1 million, 2 millions de documents. Et toute l'opération est effectuée en 1 seconde et demie à peu près. C'est-à-dire entre l'analyse de la requête et la recherche dans la base, il se passe très très peu de temps et donc on se retrouve avec des résultats assez rapides et surtout de très bonne qualité par rapport à une recherche par mots-clés. C'est-à-dire que, alors, pour un avocat, par exemple, pour un praticien qui sait comment chercher, qui sait ce qu'il cherche, bon, a priori, il va utiliser des mots-clés, il trouvera le document adéquat. Mais pour un individu qui n'a absolument aucune compétence en droit, qui est vraiment dans un cas, je sais pas moi, une histoire assez bête, il est avec son voisin, il a un problème avec son voisin, une histoire d'arbre, de feuilles, je sais pas, un truc très 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 basique. Il ne connaît pas, il n'a pas le jargon juridique, donc il va raconter un petit peu son histoire. Et en analysant la requête, eh bien cette histoire va être réécrite de sorte à récupérer les bons documents dans la base. Donc quelqu'un qui n'a absolument aucune connaissance en droit va pouvoir accéder à de la jurisprudence qui ressemble à son cas. Alors ce sera pas forcément le même, hein, évidemment, il y a toujours des petites différences, mais suffisamment proche pour qu'il comprenne et qu'il voit à peu près ce qui pourrait arriver s'il continuait à attaquer, par exemple, son voisin en justice. Donc ça, c'est le premier outil. C'est un outil vraiment de recherche, de base de données assez simple. Donc ces choses-là, alors, ça existe sur Légifrance, sauf que Légifrance n'utilise que des mots-clés, donc ça fonctionne assez mal en réalité.
Et les éditeurs juridiques ont des moteurs de recherche. Alors, on ne sait pas trop comment ça fonctionne derrière, mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, c'est vraisemblablement du mot-clé. Peut-être qu'ils ajoutent, ils ont des outils supplémentaires pour essayer d'améliorer la qualité de la réponse, mais ça, on ne peut pas le savoir. Autre outil qu'on développe, c'est un chatbot juridique qui va donner des sources. C'est-à-dire que, comme dans un chatbot, je vais poser une question juridique. Je vais poser une question, j'ai un problème, je vais expliquer mon problème. Et le modèle va essayer de répondre au problème en fournissant des sources qui soient de la jurisprudence ou des normes. C'est-à-dire, il va dire, alors oui, votre cas, il se passe telle chose, telle chose, telle chose. Regardez telle jurisprudence, telle jurisprudence, telle jurisprudence pour aider. Utilisez telle norme pour aider. Et donc, il vaudrait mieux peut-être s'orienter vers ça ou peut-être vers ça. Alors, c'est pas du conseil juridique, hein, puisqu'on n'a pas le droit de faire du conseil juridique. Mais ça permet d'orienter, même si évidemment, ça ne remplace pas le travail d'un avocat. Mais ça permet de donner en gros un premier... des sources vraiment primaires pour essayer de comprendre ce qui se passe et essayer d'aiguiller la personne vers une résolution ou pas. C'est-à-dire que si une personne envoie une question et que l'IA lui dit c'est peut-être une mauvaise idée, bien peut-être qu'elle va s'arrêter, elle va pas aller chercher un avocat, elle va pas payer, elle va pas chercher à aller beaucoup plus loin parce que ça coûte de l'argent, ça prend du temps, enfin il y a plein de contraintes liées à tout ça. Donc ça peut servir pour des gens qui ne pratiquent pas le droit, justement, d'avoir une première idée, en tout cas d'avoir une piste, sans pour autant remplacer le travail d'un avocat. Est-ce qu'éventuellement il y aurait des questions auxquelles on pourrait répondre grâce au modèle? Ou sinon, en fait, on peut utiliser une question sur laquelle on a débattu, en fait, la dernière fois. Bon, c'est même sur des questions plus techniques, hein. Tu peux demander une question technique pour voir à quel point les troubles du voisinage, mine de rien, c'est des choses assez... Il y a beaucoup de choses, hein. C'est assez dense, il y a beaucoup de cas différents, et des fois les IA se trompent un peu. Donc peut-être qu'on commencera pas par ça. N'importe quoi, moi je... Peut-on attaquer en justice en faisant trop bruyant? Ça c'est bien parce que du coup ça montre aussi que là d'un point de vue d'un avocat il y aurait des stratégies peut-être pour donc ça peut servir pour la personne qui veut savoir mais aussi pour un avocat qui pourrait l'IA va parfois suggérer des choses et l'autre différence de l'avocat c'est son expérience, comment il peut interpréter ou surinterpréter les choses, trouver des brèches même en s'appuyant sur ce qu'il y a dit. L'IA parfois donne un point de départ et on peut toujours trouver un moyen d'aller plus loin. Alors, tu m'as dit, peut-on attaquer en justice en moyen trop bruyant? Bon, question assez simple, hein, en réalité. Fondement juridique, article 1253 du Code civil, avec la loi qui est citée, conditions à respecter. Alors, il faut que le trouble soit anormal, c'est-à-dire qu'il excède d'inconvénients normaux de voisinage, les juges apprécient souverainement le caractère anormal du trouble, etc. Ça, c'est de la jurisprudence, donc la cassation qui existe, hein, évidemment, hein, parce que là, c'est des sources existantes, évidemment, il n'y a pas d'hallucination. Il y a la citation des articles, donc personne responsable, donc il y a l'histoire de la responsabilité. Il y a la victime, qui peut être un voisin, qui soit propriétaire, locataire ou simple occupant, donc quel que soit le voisin. On a aussi de la jurisprudence, évidemment, hein, citée. Il faut amener la preuve du trouble, évidemment. Donc la charge de la preuve pèse sur le demandeur, donc celui qui se plaint de ce trouble. Il faut démontrer qu'il y a des nuisances qui dépassent la normalité. Il faut avoir des attestations d'autres voisins qui peuvent servir de preuve aussi. Là, pareil, il y a de la jurisprudence qui est citée. Il y a les tribunaux compétents, donc là pareil, si on nous dit que c'est le juge judiciaire qui est compétent là-dessus, donc pas le juge administratif, donc pareil, ça permet de s'orienter, de savoir qui il faudrait saisir dans ce cas-là, avec évidemment de la jurisprudence associée. Il y a les délais. Il y a un délai de prescription. Si on ne le sait pas, quand on n'est pas juriste, on ne peut pas le savoir. Donc là, on a un délai de prescription qui est de 5 ans pour les dommages matériels et de 10 ans pour les dommages corporels. Voilà, donc ça c'est bien à savoir. Jurisprudence aussi citée à côté. Les sanctions et réparations, donc le juge peut ordonner la cessation du trouble. Évidemment, si le voisin, je sais pas, s'amuse à taper avec son marteau, il peut demander d'arrêter, forcer le voisin d'arrêter de taper avec son marteau. Il peut condamner, le juge peut condamner l'auteur des nuisances à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice. Pareil, de la jurisprudence. Et si la cessation du trouble n'est pas possible, une indemnisation correspondant à la perte de la valeur de la propriété peut être accordée. Donc il y a des cas particuliers où il y a un trouble, mais on ne peut pas vraiment régler. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que la réponse, loin d'être, on va dire, expéditive, elle est très exhaustive dans nos cheminements. Et en fait, on sous-estime parfois
l'impact des connaissances juridiques lorsqu'on est face à un problème, lorsqu'on est confronté à quelque chose qui semble injuste au quotidien, que ce soit par rapport à un magasin, que ce soit par rapport à un voisin, que ce soit par rapport à un contrat. Le fait de connaître les textes, le fait de pouvoir organiser les idées comme il y a le fait, est un avantage non négligeable. Parce qu'avec les textes qui sont cités, avec cette clarification qui est faite autour du problème, parfois on peut faire cesser le trouble sans forcément aller au contentieux. J'ai eu des voisins bruyants plusieurs fois, et je sais que moi j'ai fait des courriers où j'évoque les articles, les jurisprudences, un peu comme il y a la fait, et souvent, en fait, je trouve une solution avant même d'aller plus loin. Et c'est vrai que si on stocke chez le voisin et qu'on demande d'arrêter de faire du bruit, ça va pas toujours marcher. Par contre, lorsqu'il reste un recommandé avec des textes juridiques où on dit quelles sont les sanctions encourues, lorsqu'on montre qu'on comprend les enjeux de la question, ça change complètement. Et comme Stéphane l'a dit, en fait, c'est intéressant parce que il évoque même des choses qu'on n'a pas demandées au final. Il évoque les délais de prescription, il évoque le fondement juridique évidemment, et surtout, alors on ne voit pas forcément le détail, mais il y a plusieurs nuances en fait. Quand on parle de trouble anormal du voisinage, le mot normal est particulièrement important parce que le juge va apprécier le caractère anormal des choses, et en matière de nuisance sonore par exemple, il y a des... C'est écrit. Il y a des décibels à ne pas dépasser, il y a des horaires où le bruit est plus ou moins toléré, il y a des bruits en fait qu'on peut difficilement contester. Par exemple, les pleurs d'un enfant. Devant le juge, ça va difficilement passer comme des nuisances sonores. Par contre, les enfants qui courent dans l'appartement en haut, ça on peut demander d'arrêter. Je parle avec du vécu. Là, tu le vois, tu vois, donc fréquence, durée, caractère nocturne du bruit, etc. Donc il y a plein de caractères. Mais par exemple, une réponse comme ça, je la copie-colle, je la mets dans ChatGPT, je lui dis de m'écrire une lettre, et je l'envoie en recommandé à mon voisin. Je pense que le trouble s'arrête rapidement. Donc pas besoin d'aller chercher le contentieux, ça s'arrête tout de suite. Parce que ça fait peur. Quand on voit la jurisprudence, les normes, etc., ça fait très pro. Et ce qui contribue quelque part aussi à un désengorgement des tribunaux, parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà traîné dans les tribunaux judiciaires, des troubles de voisinage, il y en a plein. Et les nuisances sonores, par exemple, c'est un cas très classique, c'est vraiment l'un des plus récurrents. Et lorsqu'on fait ça, on trouve une solution qui est rapide, qui est efficace et qui convient à tout le monde. Je vais devoir vous laisser parce que j'ai les étudiants qui m'attendent pour un examen. Donc, à bientôt. Bon examen, à bientôt. Bonne journée. Sachant que j'avais vu un autre... oui, alors, pareil, même si, imaginons, la réponse n'est pas satisfaisante, ou en tout cas, on souhaite aller plus loin, là aussi, c'est quand on n'est pas juriste, on s'y trompe facilement, c'est les tribunaux compétents. Quel juge on va saisir si jamais on a un problème. Ici, en fait, on a une triple réponse à ce niveau-là. Normalement, c'est le juge judiciaire, donc c'est une affaire privée. Ça peut être aussi le juge administratif, si c'est un ouvrage public. Par exemple, je ne sais pas, il y a une mairie où ils sont un peu trop bruyants, je ne sais pas. Là, pour le coup, c'est pas le juge judiciaire qui est compétent, c'est le juge administratif. Et l'IA évoque aussi la question des référés. Par exemple, typiquement, on a un enfant en bas âge, le voisin est un peu trop bruyant, ça perturbe le sommeil de l'enfant. Là, il y a une urgence qui fait que on peut saisir le juge des référés qui rend l'adhésion en 48 heures. Donc, le simple fait de savoir ça peut nous permettre de résoudre un problème rapidement, alors que même si on sait qu'on peut saisir le juge, si on saisit le juge judiciaire, il y a des chances pour que ça prenne pendant quand même plus de 48 heures. Pour le juge administratif, il n'y a même pas besoin d'avocat. Oui, sachant que... alors, pas besoin d'avocat. Exactement. Sachant que pour intervenir devant le juge administratif, on peut défendre son propre cas. Donc, vous devez nous croire sur parole, c'est marqué dessus. Là, moi, je suis pas juriste, donc j'invente pas, je peux pas inventer tout ça. Mais c'est vrai que là où les IA, je remonte à 2023, quand on a eu cette journée Chrome autour des IA, c'était marrant parce que le modèle, il donnait un début de réponse, il donnait parfois quelques sources, mais qui étaient assez approximatives, et souvent, il nous renvoyait vers un avocat. Et nous disait, bon, en fait, si vous avez un problème, allez voir un avocat. Donc, en fait, il renvoyait la patate chaude à quelqu'un d'autre. Là, non. Là, en fait, il apporte des solutions au problème. Des solutions.
il nous aiguille concernant la démarche à effectuer. Et ensuite, c'est à nous de voir. Évidemment, moi, en tant que juriste, je suis capable de voir la réponse de l'IA et de constater s'il y a un problème. Donc c'est l'avantage d'être un praticien. Pour quelqu'un qui ne pratique pas le droit, avoir cette réponse-là, et c'est déjà bien, mais ça permet par exemple de faire des recherches supplémentaires. Si on estime qu'il y a peut-être des choses qu'il y a, ne comprend pas très bien ou elle est un peu ambiguë, en fait on prend l'extrait, on le met sur internet et là on peut être sûr de ce qu'on va avancer, histoire de ne pas être pris en porte-à-faux. Donc l'IA reste un outil, un point de départ pour une réflexion peut-être plus approfondie, sachant que là par exemple, c'est une question très classique, hein, il n'y a aucune erreur. Il n'y a pas d'hallucination. C'est que la première réponse. Rien n'empêche d'aller approfondir, c'est-à-dire de demander plus de détails sur quelque chose, vu qu'il y a énormément de documents derrière. J'avais dit entre 800 000 et 1 million. Bon, il y aura très probablement quelques documents, même s'ils sont peu nombreux, 2 ou 3 qui permettent de répondre dans un cas vraiment très spécifique, où il y a eu un problème qui ressemble à notre cas. Sachant que là, par exemple, j'ai été volontairement très vague dans ma question, dans ma requête. C'est pour ça que sa réponse est un peu générale. Ils nous disent ce qui se passe de manière globale s'il y a un problème là-dessus. Par contre, on peut tout à fait interroger le modèle sur un cas beaucoup plus spécifique. J'ai un voisin qui passe l'aspirateur tous les jours à 22h ou à 23h. Ça m'est déjà arrivé aussi. Donc là, il peut peut-être nous aiguiller. Et là, il va peut-être insister sur d'autres points. Il va insister sur le fait que les nuisances sonores nocturnes sont plus faciles à être contestées. Parce qu'après 22h, normalement, c'est le silence. Donc, il y a des nuances comme ça qu'on peut demander en fonction de notre situation plus spécifique. On peut évoquer peut-être une deuxième question qu'on a essayé la dernière fois. Alors, c'est une question plus académique, on va dire. J'avais demandé au modèle quel est le 3e degré de juridiction en France. Le piège, et c'était volontaire, on voulait essayer de piéger le modèle. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de 3e degré de juridiction. Du coup, est-ce qu'on fait tester, vas-y, n'importe quelle question que tu veux l'exprimer. Est-ce que y a-t-il donc quel est le 3e degré de juridiction en France? Ok. Quel est le 3e degré de je fais le juriste. Juridiction en France. On a 2 degrés de juridiction. Donc, normalement, c'est le tribunal judiciaire, la cour d'appel, le tribunal administratif ou administratif d'appel. Et ensuite, on a une cour de cassation ou le Conseil d'État qui équivaut à une cour de cassation. Donc, il n'y a pas de 3e degré de juridiction. C'est une question qui est simple, mais qui trouble parfois les étudiants, surtout en première année, lorsqu'on est en introduction du droit et qu'on ne comprend pas forcément certaines choses. Et on avait posé cette question au modèle, et du coup... vas-y, on a dit la réponse. Je te laisse... donc, en fait, voilà, ça correspond à ce qu'on avait déjà vu. Le modèle se trompe d'entrée. Non, mais il faut bien lire la suite. Voilà. Et en fait, c'est pas qu'il se trompe, il est ambigu. Ouais, il est ambigu. Voilà, il est ambigu. Et Charles va expliquer pourquoi il est ambigu, parce qu'on a réussi à déceler le problème finalement. Donc, en France, la Cour de cassation est la 3e et la juridiction du 3e degré. Déjà, c'est faux. Mais son pouvoir juridictionnel est limité. C'est là, jusque-là, on se dit, il se trompe, c'est faux. Et ensuite, il rajoute, elle n'est pas considérée comme un 3e degré de pleine juridiction, car elle ne remet pas en cause les appréciations des faits des juges de fond. En fait, on dit que les cours de cassation ne jugent qu'un droit, elles ne jugent pas les faits, donc elle ne refait pas tout le procès. C'est pour ça qu'on n'appelle pas ça un 3e degré de juridiction. Parce que sinon, il aurait fallu reprendre tous les éléments de l'affaire. Le problème de cette réponse-là, il continue, il développe le truc, il explique comment ça se passe, les 3 degrés, enfin les 2 degrés et la Cour de cassation. Le problème, c'est que la réponse est ambiguë. Pour moi, c'est clair, en fait. Il apporte une petite précision, comme quoi il y a une confusion, etc. Mais un étudiant qui pose la même question, qui est confronté à cette réponse-là, il n'est pas beaucoup plus avancé. Et en fait, on se demandait, parce qu'on a fait un test avec un autre modèle, qui arrivait à être beaucoup plus tranchant. Qui nous disait, il n'y a pas de 3e degré de juridiction. Et ce qui a étonné Charles, c'est que dans le document qu'on avait utilisé pour entraîner le modèle, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est très clair. Alors le document, il est un peu ambigu, au contraire. Le premier document qui sort, donc par pertinence, c'est le premier document qui est sorti. Première phrase,
Il est communément admis que la Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction. Il est communément admis. Ça veut pas dire que. C'est le langage juridique. Oui, mais il est communément admis. Mais communément admis, ça veut pas dire que ça ne l'est pas en fait. C'est communément admis. C'est-à-dire que on le fait. Par principe, on dit ça. Ouais, mais c'est admis par ceux qui ne connaissent pas le droit. oui, voilà. Mais pour une IA, en fait, c'est ambigu. Ouais. Pour un juriste, ça va être non, ça veut dire non. Mais pour une IA, non. Sinon, ce serait écrit la Cour de cassation n'est pas le troisième degré de juridiction. Donc, si le document est ambigu, eh bien, la réponse de l'IA va être aussi ambiguë. Ajoutons au fait qu'une IA a une tendance un petit peu bienveillante, on va dire. C'est-à-dire qu'elle va éviter de froisser l'utilisateur. Donc, soit elle va aller dans son sens, soit elle va être un peu gentillette. Elle va pas être agressive, elle va pas dire non, tu racontes n'importe quoi, il n'y a pas de troisième degré de juridiction, tais-toi, quoi. Elle va pas dire ça. Elle va au contraire dire alors oui, mais alors c'est pas vraiment un troisième degré. Alors il y a oui, un troisième degré, mais c'est pas vraiment le troisième degré, c'est pas une pleine juridiction, donc c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça, et ça renvoie à autre chose, en fait, c'est que ça a l'air simple, mais ça s'apprend, en fait, prompter, donc poser une question à une IA, ce n'est pas si simple que ça. En fait, en fonction de la tournure de la phrase, alors bien sûr, on peut avoir des IA ou des modèles qui sont entraînés de manière à comprendre plus facilement ce qu'on demande, notamment les modèles entraînés par Charles, hein, ils essayent de capter vraiment la demande, quelle qu'elle soit, mais parfois, avec quelques nuances, ça change la réponse. C'est pour ça qu'ils se développent des formations d'ailleurs de prompt engineering, en fait, où on essaie de comprendre les modèles d'IA pour prompter de manière plus efficace. Alors, le problème, c'est que toujours pareil, savoir prompt, c'est une chose, mais chaque modèle a ses spécificités. C'est-à-dire que même un même modèle qui change de version, c'est-à-dire une petite modification de version, parfois des prompts ne vont plus du tout fonctionner, donc il faut se réadapter en permanence. Donc c'est loin d'être une science très très rigoureuse, hein, le prompt, mais ça s'apprend. Enfin, il y a des techniques qui globalement permettent d'améliorer les résultats, mais malheureusement, il n'y a pas de formule magique non plus. Une bonne façon de prompt, c'est demander à l'IA comment je pourrais promptre pour lui demander quelque chose. Et donc elle va générer le prompt, après on réutilise le prompt dans un nouveau chat qui va permettre d'avoir généralement une meilleure réponse, parce qu'elle sait comment lui poser la question. Voilà, c'est un petit peu particulier, mais ça fonctionne relativement bien. Sachant que là j'ai posé la question volontairement comme ça, j'ai demandé quel est le troisième degré de juridiction en France. Et en fait, dans ma question, ça laisse entendre qu'il y a un troisième degré. En fait, je veux juste confirmer la réponse ou je veux juste savoir quel est le troisième degré. C'est pour ça qu'il parle de coup de cassation tout de suite, en fait. Alors que si on pose la question de manière plus neutre, la réponse n'est pas forcément la même. Et y a-t-il un troisième degré de juridiction en France? Le modèle va peut-être percevoir la question d'une autre manière. Et ce que Charles disait justement sur le fait de froisser ou d'être bienveillant, là il va se dire c'est pas grave si je dis qu'il n'y en a pas, parce qu'en fait il soulève juste la question comme ça, il n'y a pas d'a priori. Donc ça joue, après en fonction des modèles, en fonction de l'entraînement, il y a une manière plus ou moins efficace de poser les questions. Après voilà, on peut faire les machines parler entre elles, hein, au final. Oui. On peut demander à une machine de prompter et ensuite utiliser le prompt sur notre modèle. Mais ouais, après, pour un non-juriste, c'est toujours pareil. Pour un juriste, évidemment, la réponse, elle va pas être bonne, même si c'est une question qui n'a pas trop de sens. Un juriste ne va jamais se poser cette question, parce qu'il n'a pas besoin de connaître la réponse. Mais c'est vrai que les besoins des professionnels et des utilisateurs lambda ne sont pas les mêmes. Hein. Clairement, moi, si je pose une question juridique, je m'attends pas à quelque chose de très complexe. Je veux quelque chose d'assez simple qui m'aiguille un petit peu pour me dire vaut mieux peut-être faire ça, éviter de faire ça. Et ça risque de se passer comme ça et ça risque de ne pas se passer comme ça. Et ça me suffit en réalité. Après, j'apprécie la réponse de l'IA et je vais savoir est-ce que je continue, est-ce que je vais plus loin ou est-ce que je m'arrête. Pour un avocat, c'est pas du tout la même chose. Un avocat, lui, il va chercher de la norme, il va chercher de la jurisprudence, il va chercher plus de la technique, des choses, vraiment des choses concrètes pour pouvoir plaider et pour pouvoir assurer. Sachant que vous ne voyez pas à l'écran, mais l'IA adapte son niveau de langage aussi. C'est vrai que si on est juriste, si on est un professionnel du droit, on n'a pas forcément besoin qu'il y a soit dans la vulgarisation ou dans la simplification. On peut demander à une IA à quelque chose et demander à l'IA d'aller plus loin, d'approfondir, d'être plus érudite, on va dire. Et là, peut-être elle va regarder les documents qui sont plus spécialisés, qui analysent la question avec plus de détails. Ou au contraire, si on trouve que la réponse de l'IA est encore un peu trop compliquée, on peut demander à l'IA de simplifier, de rendre les choses plus compréhensibles. D'ailleurs, on peut même préciser qu'on est professionnel du droit ou qu'on n'est pas un professionnel du droit. Il y a cette dimension un peu jeu de rôle, entre guillemets, où si l'IA comprend quels sont nos besoins,
elles peuvent répondre de manière plus adaptée. Donc, c'est pour ça que les modèles sont assez utiles et multitâches, parce que qu'on soit un juge, qu'on soit un avocat, qu'on soit un étudiant en droit ou qu'on soit juste un citoyen lambda, chacun peut trouver son compte grâce au modèle. Ouais, évidemment, enfin, les IA, elles jouent un rôle, hein, en réalité. On leur donne un rôle, elles vont se faire passer pour quelque chose. Alors, il faut quand même éviter de leur demander, par exemple, d'être très sûres d'elles et très compétentes, parce qu'elles vont avoir souvent des réponses assez péremptoires, c'est-à-dire elles vont affirmer des choses, parfois complètement fausses, mais elles vont le dire avec tellement d'assurance qu'on a envie de le croire tout de suite et sans se poser de questions. Donc, il reste toujours cet aspect-là. Enfin, même si les IA, sous cette formule-là, hallucinent beaucoup moins, il y a toujours un risque d'hallucination. Peut-être qu'elle va louper une information, peut-être qu'elle va se tromper dans la date, elle va se tromper sur un numéro, ça se joue à rien le droit. Hein. Une mauvaise référence, c'est un numéro qui change et la référence est mauvaise. Donc une mauvaise référence, ça amène un certain lot de conséquences. Donc les outils comme ça permettent globalement d'avoir des choses qui dans 90% des cas fonctionnent très bien. Il y a toujours 10% des cas où soit c'est ambigu, soit ça peut être faux, hein, on peut pas se cacher, les IA ne sont pas parfaites. Mais globalement, en termes de temps, enfin là on a posé des questions, la réponse en 2 secondes commence à générer, il n'y a pas de souci, il y a eu la recherche derrière, il y a les documents, je sais quel document elle a récupéré, donc je peux vérifier vraiment ce qu'elle a fait, et globalement ça fonctionne relativement bien, c'est très efficace, et par rapport à un stagiaire dans un cabinet d'avocat, la recherche là se fait en 2 secondes, un stagiaire ça lui prendrait 3 heures, quoi, donc, pour répondre à la question. Donc en termes de temps, c'est... Sachant qu'en fait, il y a un biais psychologique inhérent aux IA, c'est qu'on est beaucoup moins disposé à accepter l'erreur d'une IA que l'erreur humaine. Donc un avocat peut se tromper, ça arrive d'ailleurs souvent, hein, qu'il amène son client dans une mauvaise direction, ou qu'il n'ait pas vu ça en détail, et même si ce sont des erreurs à la marge, ça peut arriver. Les IA, c'est pareil en fait. Elles peuvent se tromper, elles peuvent négliger un détail, elles peuvent ne pas avoir assez appuyé sur un point, mais il faut juste se dire que c'est une marge d'erreur négligeable. Et que de toute façon, comme Charles l'a dit, hein, le gain de temps est tellement important qu'on peut passer outre ces erreurs-là. Il y a toujours un sorte de jugement un peu hâtif, hein, dès que les IA font des erreurs, pour dire non, finalement, ils sont inutilisables, alors que non. Enfin, bien sûr, on pourrait faire la liste des erreurs, mais souvent, on néglige tout ce qu'on est capable de faire à côté. Il y a juste un dernier point qu'on n'a pas vraiment abordé, mais qui a un impact direct, c'est la question, on va dire, plus éthique et déontologique. Comme Charles l'a dit, en fait, beaucoup d'avocats, beaucoup de juges, beaucoup de professionnels du droit utilisent les IA sans forcément le signaler, ce qui est problématique, notamment en cas de responsabilité. Imaginons que finalement, on tombe sur une situation où l'IA s'est trompée. Qui est responsable? Logiquement, ça va être l'avocat, hein, qui va devoir assumer la responsabilité. Mais si jamais il estime que le fabricant, que l'ingénieur ou autre a commis une erreur parce qu'il n'a pas assez donné de consignes, il n'a pas assez entraîné le modèle, peu importe, ça peut créer des situations juridiques assez complexes. Du coup, on est encore dans une zone grise où l'utilisation qui est faite des IA par le grand public, par les avocats, par les étudiants, peut être problématique en cas d'erreur. À qui est la faute finalement? À qui on peut attaquer? Est-ce que quelqu'un est fautif finalement? Donc ça, c'est forcément difficile à appréhender, hein. Le droit est encore en train d'évoluer là-dessus. Et en plus, je pense qu'on a été confronté à plusieurs reprises, que ce soit Stéphane, Charles ou moi, c'est l'utilisation abusive des IA dans le cadre universitaire. Des mémoires, des devoirs maison, des choses comme ça. Il est indéniable qu'il faudra repenser notre manière d'évaluer les étudiants, parce que même si on essaie de les aiguiller, de les orienter pour utiliser les IA de manière pertinente et intelligente, ce n'est pas toujours le cas. C'est une solution qui peut paraître facile, mais qui est contre-productive, hein, pour l'étudiant, et qui voit la triche. Hein. C'est pas vraiment du plagiat parce que on n'a pas c'est une IA générative, hein, on n'a pas copié vraiment quelque chose, mais c'est de la triche et on a sanctionné déjà, hein, cette année plusieurs étudiants qui ont utilisé les IA de manière abusive. Donc on est encore en plus en train de penser à comment on peut faire pour faire évoluer cette utilisation des IA dans le milieu universitaire. Il y a des universités en Europe qui ont banni des mémoires de recherche, par exemple,
Ils estiment que ça n'a plus vraiment de valeur, puisque les IA sont devenues tellement performantes qu'il est facile de faire un mémoire de recherche sur n'importe quel sujet, Ou une thèse. ou une thèse, rapidement. Donc finalement, quel est l'intérêt? Donc peut-être que ça va en plus amener des évolutions dans le milieu universitaire, dans le milieu de la recherche, dans notre manière d'évaluer les connaissances. Et pour l'instant, on est encore assez incertain concernant cela. Même si on y travaille forcément pour éduquer ou en tout cas pour faire comprendre l'intérêt de l'IA, tout en évitant les inconvénients. Moi, je pense pas que ce soit le pire des problèmes en réalité, histoire de responsabilité. Je pense que en fait, ces 3 dernières années, donc depuis l'arrivée de GPT, globalement, donc 2 ans et demi, je pense qu'on a assisté à la plus grande fuite de données à caractère personnel et de propriété intellectuelle de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que les avocats qui utilisent ChatGPT font fuiter des données personnelles. Les juges qui utilisent ça font fuiter des données personnelles. Donc, et dans les entreprises, c'est pareil. Quand vous avez des employés qui utilisent GPT pour répondre à des mails, en réalité, vous faites fuiter des données personnelles. Parce qu'il y a des noms qui apparaissent, il peut y avoir des numéros de téléphone, il peut y avoir des adresses, il y a plein de choses qui apparaissent. Donc, l'utilisation de ces IA-là, actuellement, je pense que pour les praticiens, surtout en droit, c'est une très mauvaise idée d'utiliser des services payants à distance. Même si c'est du Dalos, même si c'est du LexisNexis, vous ne savez pas où vont vos données. C'est-à-dire que vous mettez une affaire, vous mettez des contrats par exemple, vous ne savez pas où ça va. On a beau vous dire oui c'est sécurisé, c'est au sein de l'Union Européenne, il y a la c'est quoi la GDPR, la RGPD, il n'y a pas de problème, la sécurité des données, les données elles finissent toujours par fuiter. Je vous dis une chose, on ne peut pas assurer la sécurité des données, donc ça finit par fuiter. Donc l'alternative à ça, c'est l'IA locale, c'est-à-dire j'ai un cabinet d'avocats, on est 5 avocats dedans, on achète une machine avec quelques cartes graphiques dedans, donc qui coûte 3 000, 4 000 euros, et on fait tourner nos IA locales, et au moins on sait que nos données elles restent localement, et il n'y aura pas de fuite sur les serveurs, soit de Microsoft, soit d'Amazon, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est l'alternative. Alors ces approches-là, elles permettent ça. C'est-à-dire que utiliser une base de données documentaire pour sourcer, ça tourne sur des petites machines, il n'y a aucun problème, ça coûte rien à faire tourner. Donc ça, à mon avis, c'est plus le futur que le fait de payer des abonnements hors de prix à plusieurs centaines d'euros pour au final apprendre dans un an ou deux que ils se sont fait hacker, il y a eu une fuite massive de données, pourtant c'était écrit qu'ils ne sauvegardaient pas les logs, ou etc., etc. C'est toujours pareil, de toute façon. Oui, non, on ne sauvegarde pas les logs et finalement les logs fuitent et toutes les données des utilisateurs fuitent. C'est toujours la même chose. C'est le cas pour les entreprises, c'est le cas aussi pour l'État. Quand on a eu récemment des fuites là, sur les données de la sécurité sociale. Voilà, il n'y a aucune sécurité. La sécurité des données, ça n'existe pas. Les données fiscales aussi. Ça finit toujours par sortir. D'accord. Donc la seule alternative, c'est l'IA locale dans le cabinet d'avocats. Et là, a priori, personne ne va s'amuser à hacker un petit cabinet d'avocats. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Un cabinet d'avocats ou une entreprise. Oui, une entreprise. Un réseau fermé pour fonctionner. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Je pense que d'ailleurs les avocats, je pense que c'est illégal d'ailleurs d'utiliser, de balancer des données personnelles sur. En fait, le problème, j'allais justement rebondir là-dessus, c'est que le juge est soumis au secret de la justice, donc déjà problématique, et les avocats sont soumis au secret professionnel. Je pense que les médecins et les avocats, c'est là où le secret professionnel est le plus marqué. Donc avoir un avocat qui fait fuiter volontairement ou pas, du coup. Soit il connaît les risques et du coup le fait quand même, soit il ne connaît pas les risques, c'est assez problématique de se dire que d'autant plus qu'il ne prévient pas son client en fait. En tout cas pas toujours. Donc pour ces raisons-là, en termes de responsabilité, après ça revient à ça. En termes de responsabilité, c'est vrai que l'avocat pourrait risquer gros, ou des entreprises aussi, en termes d'indemnisation pour ce genre de fuite. Parce que, en fait, les abonnements, souvent, il y a des abonnements gratuits où là, c'est écrit spécifiquement qu'on peut utiliser les données pour entraîner des modèles. Donc ça, on le sait, que les données fuitent. Et quand on paie, généralement, on nous dit, alors, les données ne seront pas utilisées pour entraîner des modèles. Mais ça, en fait, on ne peut pas le vérifier. Enfin, il n'y a aucune vérification. Google a été condamné, je crois, il y a 2 ou 3 ans, parce que lorsqu'on se mettait en navigation privée sur Chrome, en réalité, il n'y a pas de navigation privée et qu'on se faisait traquer. Voilà, donc, et c'est Google, c'est-à-dire que Chrome, tout le monde l'utilise, 90% des gens sont sur Chrome.
Donc ça pose quelques petits soucis quand même de sécurité. Donc même si ça passe par des serveurs Azure de Microsoft et que c'est sur le territoire européen, eh bien il y a toujours un risque. Quand c'est sur Amazon et AWS, c'est pareil, il y a toujours un risque. Quand ça passe par ChatGPT ou je ne sais où, par Mistral ou par Claude, il y a un risque. Donc les données, elles ne sont jamais sécuritaires. On ne peut pas assurer la sécurité des données. C'est vraiment c'est quelque chose ça qui est malheureux. Ça impacte évidemment les entreprises, les professionnels, mais aussi les administrations. Hein. Comme on a dit, il y a des fuites de données assez importantes. Et même au niveau des universités, il y a des universités qui développent leur propre, plutôt que de payer un abonnement à Mistral ou autre, hein, développent leur propre réseau d'IA pour pouvoir utiliser cela dans un circuit fermé, en évitant la fuite de données. Parce que pareil, les données des étudiants, ce sont des données personnelles, que ce soit sur les résultats, que ce soit sur je sais pas, leur situation, etc. Donc prendre ce genre d'initiative sans négliger du coup les risques est un comportement très important, surtout dans les années à venir où les modèles se développent, où les alternatives sont très nombreuses mais pas toujours fiables. Plein de sujets en tout cas sur lesquels on va devoir se pencher. Alors je suis désolé, mais on arrive un peu au bout du temps qu'on nous a donné. On va devoir rendre le bureau aux gens qui y travaillent. Merci beaucoup pour ces présentations. En tout cas, une dernière question peut-être avant de terminer. Du coup, le chatbot que vous nous avez présenté, est-ce qu'il est disponible quelque part? Est-ce qu'on peut aller le consulter ou pas encore? Alors, pour l'instant, il tourne sur les serveurs de la fac. Nous, on le fait tourner en local. Là, pour accélérer la génération, pour éviter... ça peut être un peu lourd. Il y a un système de RAG, c'est-à-dire un système avec une base de données qui récupère les documents. Et par-dessus, là, j'ai utilisé Gemini, donc c'est en version gratuite, donc ça se fait relativement bien. Là, il n'y a pas de données personnelles, donc c'est pas un souci, hein, c'est juste des questions juridiques. Mais ça peut se coupler avec des IA locales. Alors pour l'instant, c'est vraiment en stade de développement. Mais à terme, en tout cas, le moteur, par exemple, le moteur de recherche, lui, vraisemblablement, sera, je pense, disponible un de ces jours et gratuitement. Enfin, ça coûte pas grand-chose à faire tourner. Donc, comme on a évoqué le projet Unibot avec la région et les autres projets qu'on mène avec Stéphane et Guillaume, le but, voilà, c'est d'avoir ce qui est fermé, hein, que d'autres universités ont, à l'Université de Nîmes, pour les étudiants, mais aussi pour les professeurs du droit, enfin pour les enseignants. Mais bon, ça demande de l'argent. il faut des serveurs en fait. Ça des serveurs, voilà, principalement. La main-d'œuvre, donc au fur et à mesure des financements, on pourra développer ça et mettre à disposition le plus vite possible. C'est ça. Enfin, la difficulté, il y a le fait d'entraîner des modèles qui est une chose. Ça, a priori, ça se fait. Aujourd'hui, on a des bons outils pour le faire, donc c'est bien le faire, on a un peu d'expérience. Mais la difficulté, c'est de créer des interfaces, de l'intégrer en réalité. Et ça demande des professionnels, des gens vraiment spécialisés là-dedans, donc du développement web, des gens qui connaissent ce métier-là. Même si avec l'IA aujourd'hui, le métier change un petit peu. Ça demande quand même un boulot et des gens formés et capables. Et ça coûte de l'argent, donc il faut toujours trouver des gens pour faire tout ça. Mais à terme, je pense que ce sera disponible. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup d'avoir été présent. Voilà, pour nous avoir présenté ce sujet super intéressant et qui va nourrir plein de réflexions chez les spectateurs, j'en suis sûr. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup pour les gens qui nous ont suivis, de nous avoir regardés en live ou en rediffusion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Vendredis de la Recherche ou pour une autre émission sur Twitch. Merci tout le monde et puis à très bientôt. Encore merci à vous sur le plateau d'avoir été présent. Merci. Au revoir.